Bonjour, donc une petite vidéo pour le chapitre 1 concernant l'immunité innée. Alors une définition de l'immunité, ce sont tous les mécanismes qui en fait permettent de préserver l'intégrité de l'organisme. Quelles sont les agressions que cet organisme peut subir? Ça peut être des bactéries, des virus, des champignons ou encore des parasites. Et l'immunité, ce sont aussi tous les mécanismes qui permettent de combattre des dérèglements internes, comme une cancérisation. Avant de rentrer dans le détail de cette immunité innée, rappelons le rôle des défenses naturelles, des barrières mécaniques. Alors tout d'abord, quelles sont les portes d'entrée des micro-organismes? Évidemment la voie respiratoire, la voie digestive, la voie cutanée, donc lorsqu'il y a une blessure, une piqûre, une morsure, et la voie génitale. À chaque fois, on a des barrières naturelles. Les cils en font partie, les larmes contiennent par exemple des enzymes capables de détruire une grande quantité de micro-organismes. Un autre exemple, la sueur est une barrière naturelle. Le pH également permet de détruire une partie des micro-organismes, ou encore les sécrétions au niveau des organes génitaux. Donc les barrières naturelles sont de deux types, d'un type mécanique, les cils, la peau, les muqueuses, et un type chimique, comme les larmes ou encore la sueur. Alors quelles sont les caractéristiques de cette immunité innée? Alors c'est en fait un ensemble de réactions qui se déclenchent toujours très rapidement. Donc dans cette situation par exemple, où une épine va rentrer au niveau de la peau et apporter des bactéries, c'est la première ligne de défense, cette immunité innée. Elle est génétiquement héritée, elle se déroule dès la naissance, et la façon dont les choses se font, c'est toujours identique. Les modalités sont invariables. Donc, très rapide, en moins de 48 heures, présent dès la naissance, stéréotypé, et il n'y a aucun apprentissage qui est nécessaire. Cette immunité innée, en fait, elle repose sur la capacité qu'a le système immunitaire de reconnaître les micro-organismes et de les éliminer au cours de ce qu'on appelle une réaction inflammatoire aiguë. Donc une immunité innée, certes présente chez l'homme, mais en fait, qui existe depuis 800 millions d'années. Et les cellules et les molécules qui sont impliquées sont présentes chez également une grande diversité d'organismes. C'est le cas des huîtres, chez qui on a introduit des cellules de champignons, donc des levures, que l'on a colorées, que vous voyez ici, et en fait on arrive à observer des cellules dendritiques présentes chez l'huître qui vont détruire ces levures. Donc cette réaction inflammatoire aiguë, c'est le mécanisme essentiel de l'immunité innée. Pour cela, il faut reconnaître les agents pathogènes, et cette reconnaissance des micro-organismes, elle repose sur trois cellules principalement, les mastocytes, les macrophages et les cellules dendritiques, qui sont donc présentes dans tous les tissus du poumon, les tissus de la peau, qui résident dans ces tissus, qui se promènent et qui recherchent d'éventuels micro-organismes. Donc attention, ici vous avez un vaisseau sanguin, ici on est au niveau des tissus. Donc les cellules, comme les cellules dendritiques, comme les mastocytes, comme les macrophages, ont à leur surface des récepteurs qui vont être capables de reconnaître tous les agents pathogènes possibles. Donc les récepteurs présents sur les cellules dendritiques, sur les macrophages, on les appelle les récepteurs PRR. Et les virus, ici vous avez un virus qui est représenté, ce virus a à sa surface également des motifs moléculaires qu'on appelle des PAMP. Donc les récepteurs PRR présents sur les cellules de l'immunité sont capables de reconnaître des motifs moléculaires PAMP présents sur les virus, les bactéries ou encore les champignons.
Donc sur cette autre illustration, une cellule de l'immunité, une cellule résidente, avec à la surface des récepteurs PRR différents, capables de reconnaître les PAMP d'une bactérie. Et donc cette reconnaissance va conduire à la libération d'un grand nombre de molécules. On en a identifié une centaine. Donc quelques exemples de médiateurs chimiques de molécules de l'inflammation qui vont être rejetés, qu'on a vu dans l'activité, à savoir l'histamine, les prostaglandines ou encore des interleukines. Donc on résume, l'arrivée d'une épine par exemple dans la peau qui amène des bactéries, les cellules macrophages par exemple capables de reconnaître ces bactéries qui émettent des médiateurs chimiques comme l'histamine, et ces médiateurs chimiques vont provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins. Ils vont également les rendre plus perméables, ce qui va permettre un afflux de plasma sanguin au niveau de la zone de contamination. Donc, dans le cas d'une lésion de la peau, par exemple, les mécanismes sont à l'origine de 4 symptômes stéréotypés: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Les médiateurs chimiques qui sont émis par les cellules résidentes ont une autre fonction, celle de recruter des cellules phagocytaires. Donc on a dans les vaisseaux sanguins des monocytes, des granulocytes, qui vont se diriger, être capables de passer à travers le vaisseau sanguin et de retrouver dans les tissus les bactéries pour pouvoir les phagocyter. Alors ici par exemple avec une micropipette, on va émettre des médiateurs chimiques et on s'aperçoit que les neutrophiles, un des globules blancs présents dans le sang, va se diriger vers la zone où on met le médiateur chimique. Et en déplaçant la micropipette, on constate que les cellules sont capables de chimiotactisme, c'est-à-dire de déplacement en fonction de la concentration du produit chimique. Donc les médiateurs de l'inflammation favorisent bien le recrutement de cellules phagocytaires, le déplacement de ces monocytes, de ces neutrophiles vers la zone d'affection. Donc toutes les cellules phagocytaires, les monocytes, les granulocytes, les neutrophiles qui sont maintenant au niveau de la zone d'infection vont être capables de reconnaître les agents pathogènes, de les internaliser et à l'aide d'enzymes présentes dans la cellule, de les digérer. Donc c'est ce qu'on appelle la phagocytose, et ce qui va permettre l'élimination des agents pathogènes. Alors une étape capitale à comprendre. Ici, vous avez une cellule dendritique, donc avec ses prolongements, une cellule donc résidente, qui va être capable par exemple d'ingérer un virus. Donc vous avez à la surface en rouge les PAMP, quelques motifs, quelques protéines par exemple présentes sur le virus. La cellule dendritique phagocyte ce virus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va présenter à sa surface une partie de la protéine virale. Donc on a ici ce qu'on appelle un fragment du pathogène, donc par exemple une protéine de virus ou un morceau d'ARN ou d'ARN de virus. Mais cette protéine, elle est associée, cette petite corbeille ici, à ce qu'on appelle le CMH, qui veut dire complexe majeur d'histocompatibilité. En fait, ce sont des protéines qui sont présentes à la surface de toutes nos cellules, qui sont différentes d'un individu à l'autre. Et donc cette cellule dendritique qui a phagocyté un virus, une bactérie, un champignon, devient ce qu'on appelle une cellule présentatrice de l'antigène. Elle présente à sa surface une partie du virus, une partie de la bactérie qu'elle a ingérée, et elle va présenter cette protéine aux autres cellules. En effet, dans la plupart des cas, quand tout va bien, quand le système immunitaire fonctionne, au bout de 48 à 72 heures,
Les cellules dendritiques et toutes les autres cellules qu'on a vues jusqu'alors sont capables d'éliminer les virus et les bactéries qui viennent d'envahir l'organisme. Et si ça ne suffit pas, une réaction adaptative va être nécessaire, qu'on verra dans le chapitre 2. On verra donc que cette cellule joue l'intermédiaire entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, pour résumer, une cellule dendritique, c'est la même chose pour un macrophage. Elle phagocyte ici une bactérie, elle va la digérer, éliminer les déchets, mais elle va être capable de faire la chose suivante, c'est de découper la bactérie en plusieurs petits morceaux et d'associer des protéines de cette bactérie, que vous avez ici représentées par différents motifs et couleurs. Elle associe une de ces protéines avec le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, qui est différente d'un individu à l'autre, mais qui est identique pour toutes les cellules d'un individu. Donc ici, cette association CMH, c'est la corbeille, plus le peptide, fait de cette cellule une cellule présentatrice de l'antigène. Un dernier point, donc vous avez compris que la réaction l'immunité innée, c'était tout d'abord une réaction inflammatoire aiguë, donc elle est bénéfique pour l'organisme, mais parfois les symptômes sont trop accentués, ou se prolongent. L'inflammation, on parle dans ces cas-là d'inflammation chronique. Donc il existe deux types de médicaments couramment utilisés pour limiter cette inflammation. Première classe de médicaments, les AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est le cas de l'aspirine, c'est le cas de l'ibuprofène, qui va bloquer la fabrication de prostaglandine. La prostaglandine, en effet, permettant d'agir dans la réaction inflammatoire. Deuxième catégorie de médicaments, les AIS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est le cas des corticoïdes, qui eux vont agir en amont, empêcher la formation d'acide arachidonique qui lui-même permet de faire des prostaglandines. Donc ces anti-inflammatoires stéroïdiens agissent sur les prostaglandines, mais également sur d'autres médiateurs de l'inflammation. En guise de schéma bilan, donc des bactéries par exemple arrivent au niveau d'une plaie, interviennent trois principales cellules dendritiques, macrophages et mastocytes. Macrophages et cellules dendritiques sont capables de phagocytose. Macrophages et mastocytes, surtout, vont sécréter des médiateurs chimiques qui permettent de sensibiliser des fibres nerveuses de la douleur, qui permettent un afflux de plasma, qui permettent de recruter des cellules phagocytaires présentes dans le sang, à savoir monocytes et granulocytes, qui se dirigent vers la zone d'infection et qui vont phagocyter les bactéries qui persistent. Avec cette cellule dendritique qui a un autre rôle, qui certes est capable de phagocyter, mais qui va présenter à sa surface une partie de l'agent infectieux qu'elle a digéré, et donc qui devient une cellule présentatrice d'antigènes.